Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour à tous, vous m'entendez, s'il vous plaît? Très bien. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire dans cette séance, d'abord, je m'excuse pour ce retard. Ce qu'on va faire aujourd'hui, donc, c'est toujours la suite du chapitre 3. Nous allons voir une notion, euh, la notion de vue dans les bases de données, et qu'on va l'utiliser avec SQL. D'accord? Donc, avant de vous dire exactement ce que c'est qu'une vue, voyez ce schéma, la figure que je vais vous présenter maintenant. Voilà, donc ce schéma représente les niveaux de représentation d'une base de données. Dans la norme, on l'appelle ANSYS Spark, qui définit donc la base de données. Les données au niveau de la base de données donc, sont définies selon 3 niveaux. Le niveau interne, le niveau conceptuel et le niveau externe. Alors, le niveau interne correspond au niveau physique. La base de données, elle est implémentée sur la machine. Elle est utilisée. Les données sont représentées par un schéma qu'on appelle schéma interne. Le deuxième niveau, c'est le niveau conceptuel. Les données dans ce niveau sont représentées selon un schéma qu'on appelle le schéma conceptuel. Et il y a un troisième niveau qu'on appelle le niveau externe. Et dans ce niveau-là, on a un ensemble de schémas qu'on appelle les schémas externes. Alors, dans les bases de données relationnelles, le schéma relationnel que nous avons vu est considéré comme un schéma conceptuel dans notre cas, parce qu'il permet de donner une certaine conception de la base de données, d'accord, qui est, c'est-à-dire indépendante de son implémentation au niveau physique. C'est-à-dire que physiquement, là, quand on parle de schéma interne, on parle du schéma physique, avec, c'est-à-dire la gestion des fichiers, avec les pointeurs, etc. Nous, quand on utilise la base de données relationnelle, on manipule les tables. Donc, vous avez vu, quand on crée les tables, quand on manipule les tables avec les requêtes, par exemple, il n'y a pas de notion d'accès, ni de parcours, ni rien du tout. C'est-à-dire, nous avons des tables, nous utilisons le langage, par exemple, SQL, d'accord? Et on manipule nos tables. Donc, le schéma relationnel sous forme de table, on le considère comme schéma conceptuel. D'accord? Il fait une certaine abstraction. Il nous donne un modèle, il nous permet de donner un modèle des données de notre base de données. Ce que vous avez vu dans le MCD, par exemple, c'est-à-dire après, comment vous dire? C'est-à-dire qu'au niveau du schéma conceptuel, donc là, ça dépend du SGBD que vous allez utiliser. Nous, on a parlé du SGBD relationnel, d'autres SGBD existent, par exemple orienté objet, SGBD hiérarchique, SGBD réseau, c'est des modèles assez anciens. D'accord? Il y a les SGBD orientés objet, plus récents que le relationnel, et le SGBD relationnel qu'on a utilisé. Alors, des fois, on utilise des méthodes de conception pour concevoir notre base de données, une méthode de conception qui est indépendante du SGBD. Par exemple, ce que vous avez fait dans Meurice, dans le semestre passé, avec Meurice, vous avez le MCD, il est implémenté sous forme entité-association, le MCD. Ce modèle, il n'est pas lié à un SGBD particulier. C'est un modèle de données purement conceptuel. Dans ce cas-là, quand on l'utilise, par exemple, je veux utiliser dans la conception le modèle entité-association. Ensuite, quand je l'implémente, je passe au modèle relationnel. Dans ce cas-là, on a ajouté un niveau dans notre schéma.
Dans ce schéma, on a ajouté un niveau. Et c'est pour cela que dans Meurice, on vous dit modèle MCD et MLD. MCD, modèle conceptuel, on a considéré donc le entité association conceptuelle, et MLD, le modèle logique, c'est le modèle relationnel. Donc ici, dans ce cas-là, on a ajouté un niveau entre le conceptuel et le externe qu'on appelle le MLD. D'accord? Donc dans notre cas, si vous utilisez dans votre conception un autre modèle de données, son schéma, ce sera le schéma conceptuel. Et si vous allez faire le passage au modèle relationnel, le modèle relationnel, dans ce cas-là, on va l'appeler modèle logique. D'accord? Mais dans la norme ANSYS Spark, on a partagé sur uniquement 3 niveaux. Niveau externe, niveau conceptuel et niveau interne. Alors, le niveau externe, c'est quoi? Donc, dans notre cas, on considère que le schéma externe, c'est le modèle relationnel, le schéma relationnel. Donc, dans notre cas, c'est quoi le schéma externe? Le schéma externe nous donne une vue par rapport à une utilisation de notre base de données. C'est par rapport aux utilisateurs. Parce que normalement, la base de données, elle est partagée entre plusieurs utilisateurs et les utilisateurs ne vont pas utiliser la base de données de la même façon. Ils ne vont pas accéder aux mêmes données. Donc, au lieu de donner accès à tous les utilisateurs à toute la base de données, on va créer ce qu'on appelle des schémas externes. Donc, chaque groupe d'utilisateurs aura un schéma externe qui va correspondre à une partie du schéma conceptuel de notre base de données. C'est ce qu'il a besoin de voir par rapport à son utilisation. D'accord? Donc, le schéma externe ici, c'est une partie du schéma conceptuel. Si je fais l'intégration de tous mes schémas externes, normalement, j'aboutis à mon schéma conceptuel. Les schémas externes ici ne sont pas forcément disjoints. On peut avoir des choses en commun entre un schéma et un autre. D'accord? Ce n'est pas forcément disjoint. Et dans ces schémas externes, on peut avoir, par exemple, des relations qui contiennent, par exemple, des calculs aussi, qui n'existent pas dans le schéma conceptuel, mais qu'on calcule à partir des relations du schéma conceptuel. Alors, donc, je répète, le schéma conceptuel ici, le schéma externe, les schémas externes qui constituent notre niveau externe, c'est l'utilisation de notre base de données par les utilisateurs. Donc, ils n'ont pas besoin de voir toute la base de données. C'est à chaque fois une partie du schéma conceptuel de la base de données selon l'utilisation. Et pour implémenter ces schémas externes, on utilise la notion de vue. Les vues, donc, servent à ça, à implémenter les schémas externes. Alors, avant de parler des vues, est-ce que vous avez compris déjà cette division, enfin, cette représentation des données selon 3 niveaux? C'est bon? Je répète le tout. Bon, je vais brièvement, je vais répéter tout brièvement. J'ai dit, donc au niveau base de données, cette norme, la figure que je suis en train de montrer, c'est une norme, elle suit la norme ANSYS Spark, qui dit que les données dans une base de données peuvent être représentées selon 3 niveaux. Le niveau interne, le niveau conceptuel, le niveau externe. Le niveau interne, on a dit, c'est celui qui correspond au niveau physique, tel que la base de données, elle est construite au niveau de la machine. Donc, la machine, c'est-à-dire avec les fichiers, les pointeurs, etc. Ça, c'est transparent. Quand on utilise le modèle relationnel, la base de données SGBD relationnelle, c'est transparent à l'utilisateur. L'utilisateur voit la base de données sous forme d'un ensemble de tables. Ça représente notre schéma conceptuel. D'accord? Par contre, physiquement, comment c'est implémenté, c'est transparent à l'utilisateur. Le niveau externe, c'est quoi? Donc, schéma conceptuel, il contient le schéma de toute notre base de données. Au niveau externe, on a dit, on peut avoir plusieurs utilisateurs qui utilisent notre base de données. Les utilisateurs n'utilisent pas forcément la base de données de la même façon.
On peut avoir pour la même base de données plusieurs applications. On peut programmer plusieurs applications qui utilisent la base de données. D'accord? Donc, selon l'utilisateur, par exemple, supposons que vous êtes on est au niveau de l'université, donc au niveau du rectorat, donc nous avons la base de données dans un serveur central, par exemple, et les différents services, les différentes facultés accèdent à cette base de données. Donc, par exemple, si vous considérez le service scolarité, il s'intéresse par exemple aux inscriptions des étudiants, etc. Donc, il a besoin de voir un certain ensemble de données. Celui qui gère les bourses ou les formations à l'étranger, par exemple, il va utiliser d'autres données. Celui qui gère les enseignants, donc il va utiliser d'autres données, etc. C'est-à-dire que chaque groupe d'utilisateurs peut utiliser un sous-ensemble des données de notre base de données. Donc, au lieu de donner accès aux utilisateurs à toute notre base de données, on va leur définir des schémas, ce qu'on appelle des sous-schémas. Sous-schémas qui représentent une partie du schéma conceptuel. On appelle ça les schémas externes. D'accord? On appelle ça un schéma externe. Schéma externe, donc, représente un sous-schéma de notre schéma conceptuel qui correspond au schéma pour un groupe d'utilisateurs de notre base de données. Et j'ai dit, si je vais faire l'intégration de tous les schémas externes, j'aboutis à notre schéma conceptuel. D'accord? De rien. Pourquoi ils ont fait ces niveaux, mademoiselle Soraya? Justement, par rapport, par exemple, aux anciens SGBD, le SGBD relationnel, le SGBD hiérarchique, le SGBD réseau, il n'y avait pas ces niveaux, d'accord? C'était directement, par exemple, hiérarchique, les données sont implémentées sous forme d'un arbre. Donc, même les requêtes, quand vous allez les écrire, vous allez respecter l'arborescence de cet arbre. D'accord? C'est comme vous le faites avec, par exemple, si vous programmez en langage C, vous utilisez un fichier. Selon la structure de votre fichier, les procédures pour accéder aux données du fichier, vous allez respecter la structure que vous avez définie dans votre fichier. La même chose pour les SGBD anciens. Alors, hiérarchique, par exemple, c'est un arbre qui va de la racine vers les feuilles. Et donc, ils ont des pointeurs qui passent du père vers fils. Donc, dans la requête elle-même, quand vous écrivez la requête, vous allez tenir compte de cette arborescence. Le modèle réseau, la même chose. Le modèle réseau, le graphe de la base de données, c'est sous forme de réseau. Bon, la même chose dans l'implémentation, c'est-à-dire on tient compte dans les accès, dans les requêtes, on tient compte de cette implémentation. Donc, le modèle relationnel a ramené une amélioration, d'accord? Une amélioration dans le sens où le modèle relationnel vous donne une certaine abstraction de la base de données. C'est-à-dire que si vous avez remarqué quand vous utilisez quand on a la base de données, le schéma de notre base de données, c'est un schéma sous forme de table. Et quand vous écrivez vos requêtes, vous avez vu les opérations qu'on fait. Les opérations qu'on fait, c'est les jointures, les restrictions, etc. Toutes les requêtes qu'on est en train d'écrire sur nos relations, c'est par rapport aux tables. Mais on n'est pas concerné par comment ces tables sont implémentées physiquement. C'est le SGBD qui s'en occupe. Physiquement, comment sont gérées les tables. Par exemple, on parle de clés étrangères, mais comment c'est géré physiquement, comment c'est implémenté, comment c'est programmé. C'est indépendamment, c'est transparent par rapport à l'utilisateur. Donc, cette création de niveau, cette définition de niveau, c'est ça, c'est le but de faire cette amélioration. Que l'utilisateur, quand il fait son schéma relationnel, le schéma relationnel, il est assez abstrait, c'est-à-dire par rapport à la base de données, il n'y a pas de notion d'implémentation dans le schéma conceptuel. Le schéma externe maintenant, il apporte encore mieux, c'est le fait de préciser des parties du schéma conceptuel pour les utilisateurs. D'accord, Soraya? Donc, le modèle relationnel, il a
ramener quand même une certaine amélioration par rapport aux anciens modèles, d'accord? Parce que ce niveau de représentation, c'est-à-dire si on voit réellement dans les modèles anciens, le niveau conceptuel et le niveau interne, ils sont très rapprochés. Le niveau conceptuel, c'est-à-dire par exemple le modèle hiérarchique, dans le SGBD hiérarchique, il est très rapproché par rapport au niveau interne. D'accord? Alors, j'ai dit pour implémenter les schémas externes, il y a eu cette notion de vue. Donc, une vue, c'est quoi? Théoriquement, une vue, c'est un ensemble de tables, un ensemble de relations. D'accord? Ici, le schéma externe, normalement, c'est un ensemble de relations. D'accord? Donc, dans la théorie, dans la littérature, on dit qu'une vue est un ensemble de relations. Attends. Une vue est un ensemble de relations qui sont déduites à partir d'une base de données. Comment? Par composition des relations de la base, des relations sources qu'on a. Donc ça, c'est la définition théorique dans la littérature qu'on trouve. Mais dans la norme SQL, la notion de vue a été réduite à une seule table, à une seule relation. D'accord? Donc, une vue est devenue une seule relation et non pas un ensemble de relations. Une vue est une relation virtuelle. Une vue est une relation virtuelle ou bien table virtuelle calculable par une requête ou une question. Cette vue, c'est une fenêtre dynamique sur la base de données. On va voir pourquoi on dit que c'est une fenêtre dynamique. Et une des caractéristiques importantes de la vue, c'est qu'il n'y a pas de fichier physique qui la représente. C'est pour cela qu'on dit une relation virtuelle. D'accord? C'est une relation virtuelle, il n'y a pas de fichier physique, c'est-à-dire, c'est une relation. Une relation, comment elle est composée? Par un ensemble d'attributs et des lignes, des tuples. Donc, une vue, elle contient des lignes, mais ces lignes-là ne sont pas sauvegardées physiquement dans la base de données. C'est pour cela qu'on dit que c'est une relation virtuelle. Alors, comment on va créer la vue? Alors, ici, avant de donner la création de la vue, une remarque. En théorie, les utilisateurs ne devraient accéder aux informations qu'en utilisant ou qu'en questionnant des vues. C'est pour ça que je vous ai dit que la vue représente un schéma externe. Donc, si les schémas externes sont construits sous forme de vues, ça veut dire que l'utilisateur ne peut accéder à la base de données qu'à travers des vues. Mais en pratique, c'est pas dans beaucoup d'applications, ce n'est pas respecté. Les peuvent utiliser directement les tables. Parce que si on respecte cette théorie, le fait de dire que les utilisateurs n'utilisent que les vues pour accéder à la base de données, ça fait quand même un niveau de sécurité pour notre base de données. Mais en pratique, dans beaucoup d'applications, on peut donner accès directement aux relations de la base de données. D'accord? Alors, c'est quoi une vue? Comment créer une vue? La commande de création. Donc, comme en SQL, comme toutes les commandes de création, c'est create. D'accord? Create, mais le mot c'est view, pour dire créer vue. Il y a entre crochets or replace. Or replace, vous voyez c'est en crochet, c'est-à-dire on peut le mettre comme on peut ne pas le mettre. On ne le met pas quand on crée la vue la première fois. Quand la vue elle est créée pour la première fois, vous ne mettez pas or replace, il n'aura aucun effet. Par contre, si la vue existe déjà, vous l'avez créée, vous dites create or replace, vous enlevez les crochets, vous écrivez create, suivi de or replace, le nom de la vue, ça veut dire que vous voulez remplacer la vue par une nouvelle définition. Alors, vous avez le nom de la vue, liste d'attributs, puisque c'est une relation, donc elle contient une liste d'attributs, et vous avez as, requête select, c'est-à-dire dans cette requête,
vous avez une requête d'interrogation select dont le résultat va former notre vue. D'accord pour cette commande? Donc ici, on définit notre vue à travers une requête select, d'accord? L'exécution de cette requête, elle vous donne un certain résultat. Ce résultat constitue le contenu de notre vue. On va vous donner un exemple. La vue, est-ce que vous la définissez pour tout le monde? Non, pas forcément. Je vous ai dit que la vue, vous pouvez donner accès à la vue à des utilisateurs selon votre choix. Je ne sais pas si vous avez fait la gestion des droits d'accès en TP. Est-ce que vous avez fait les droits d'accès en TP? Oui? D'accord. C'est ça. Très bien, très bien. Donc, vue, non, bon, votre camarade me dit qu'il y a la différence entre vue et grant select. Non, la vue, vous allez une fois créée, elle est utilisée comme une table. C'est une table virtuelle, c'est vrai, mais elle va être utilisée comme une table. Maintenant, qui va utiliser cette table? C'est celui qui a droit à utiliser. Vous avez fait grant select le nom d'une table. Donc, le nom de la vue, vous allez le mettre là où vous mettez le nom d'une table. Et donc, vous donnez accès à un utilisateur à cette vue. D'accord? La vue, elle est manipulée comme une table, une fois créée. D'accord? Alors, un petit exemple d'une vue en utilisant notre base de données sur les bateaux. Bateaux, compétition, courses, participants. D'accord? Qu'on a l'habitude d'utiliser dans les exemples. Donc, notre extension aussi qu'on a l'habitude d'utiliser dans les exemples. Donc, dans cette extension, je vais créer une vue. La vue, qu'est-ce qu'elle dit? Je vais faire une vue, create view, bateau Condor, c'est-à-dire que j'appelle ma vue bateau Condor. C'est les bateaux qui sont sponsorisés par Condor. Donc, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Je vais mettre as, select, and bat, non bat from bateau. Remarquez, bateau, je vous rappelle que bateau contient le numéro du bateau, le nom du bateau et le sponsor. Puisque je m'intéresse aux bateaux sponsorisés par Condor, donc je ne vais pas garder la colonne sponsor, parce que ce sera Condor seulement. Donc, je vais créer une vue qui contient uniquement le numéro bateau et le nom du bateau. Et les lignes, les tubes, c'est les bateaux qui sont sponsorisés par Condor. Donc, notre vue, la création de la vue s'écrit comme ça. Create view, ça veut dire créer une vue qui s'appelle bateau Condor. Et le contenu de cette vue, as, donné par cette requête, select and bat, virgule, non bat, from bateau, where sponsor égale Condor. Donc, vous remarquez qu'ici, on va retourner à la commande de création d'une vue. Remarquez que dans la création d'une vue, nous avions la liste des attributs, mais vous remarquez que c'est facultatif. C'est-à-dire, je peux les mettre comme je peux ne pas les mettre. Si vous ne les mettez pas, ça veut dire que vous allez prendre par défaut les attributs qui sont dans le select. C'est le cas de l'exemple qu'on vient de donner. Je n'ai pas donné de nom d'attribut ici entre parenthèses. Je n'ai pas donné. Donc, le système va donner à bateau Condor deux attributs. Le premier s'appelle nbat, le deuxième s'appelle nonbat. D'accord? Si je voulais changer ces noms-là, j'aurais écrit ici entre parenthèses les noms de mes attributs. Donc, si je fais une fois créé, si le système vous dit vue créée, c'est bon, elle a été bien créée. Si je fais select étoile from bateau Condor, cette requête va afficher ça. Parce que Condor, si vous allez dans bateau,
bateau ici, j'ai un seul bateau qui est sponsorisé par Condor. Donc, si je fais select and bat, non bat, from bateau, where sponsor égale Condor, il va sélectionner cette ligne, sponsor égale Condor, et il va afficher and bat et non bat, c'est-à-dire 104 la colombe. Si je fais la requête, il va m'afficher 104 la colombe. Cette requête-là, je l'ai créée sous forme d'une vue. Donc, si je l'affiche, ce sera comme une relation. C'est une relation qui a deux attributs, nbat, non-bat, et le contenu de cette relation, c'est 104 la colombe. Mais physiquement, je n'ai pas gardé ce tuple-là dans la vue Condor. C'est-à-dire la vue, c'est une relation, mais qui n'existe pas physiquement en tant que, c'est-à-dire les tuples qu'elle contient ne sont pas stockés physiquement dans notre base de données, parce qu'on va les récupérer par calcul. Donc, ici, là, dans la remarque, on parle des noms des attributs, je viens d'en parler. Alors, des fois, on a le choix, comme ici, je n'ai pas mis, j'aurais pu mettre les noms des attributs, je ne les ai pas mis, mais des fois, on est obligé. Quand on a une ambiguïté, on est obligé de nommer. Alors, le cas d'ambiguïté, c'est quand vous utilisez des calculs. Par exemple, ici, je fais un count, et donc, c'est un calcul. Alors, je vais donner des noms à mes attributs. Ici, ce que je vais faire dans cette vue que j'appelle bateau course. Alors, regardez le select, qu'est-ce qu'il fait? Select and bat, count and comp, from course, group by and bat. Je fais un regroupement sur le numéro bateau. Et pour chaque groupe, pour chaque numéro bateau, je fais un count and comp. Ça veut dire que je suis en train de calculer le nombre de compétitions dans lesquelles a participé chaque bateau. D'accord? Donc, je vais appeler mes numéros, mes attributs, numéro bateau, nombre de compétitions, as, select, and bat, count, and comp, from course, group by, and bat. Donc, pour chaque, qu'est-ce qu'on aura comme résultat? C'est le résultat du group by, d'accord? Chaque bateau de course, je vais regrouper ce course selon le numéro du bateau. Et pour chaque numéro, je vais calculer le nombre de lignes de chaque groupe qui va correspondre exactement au nombre de compétitions de chaque bateau. Donc, le résultat de cette création de vue de bateau course, si vous faites select étoile from bateau course, on va afficher ça. C'est-à-dire ces requêtes, on les a déjà manipulées avant sous forme de requête. Là, je suis en train de les utiliser sous forme de vue. Là, c'est comme si vous avez une relation qui s'appelle bateau-course et qui a ces informations. On sait que physiquement, il n'existe pas, mais l'utilisateur peut l'utiliser, c'est-à-dire il va utiliser cette vue comme si elle existe réellement et comme si elle contient ces tuples-là. C'est une table virtuelle. Quel DF, mademoiselle Soraya? Les DF, on parle des dépendances fonctionnelles avant la conception de notre base de données. Mais une fois qu'on termine notre conception, parce que là, on est en train de créer une vue, ça veut dire que ma base de données est déjà créée. Si j'ai créé ma base de données, ça veut dire que j'ai fait sa conception. D'accord? Les dépendances fonctionnelles et tout, ce qu'on a vu dans le deuxième chapitre, concerne la conception. Une fois terminé, j'ai mon schéma en troisième forme normale que je suis en train d'utiliser ici. D'accord? Donc là, je ne parle plus de DF ici. Je suis en train d'utiliser mes... D'accord, oui. Donc, les dépendances fonctionnelles, on en parle avant de concevoir notre relation. Une fois terminé, quand vous obtenez votre schéma en troisième forme normale, c'est bon. Maintenant, on va manipuler nos relations en utilisant les requêtes dans les différents langages qu'on est en train de voir. C'est bon? D'accord. Donc,
les dépendances fonctionnelles nous ont servi lors de la conception. Maintenant, on est en train de manipuler des relations qui sont, c'est bon, qui sont implémentées et tout. Alors, est-ce que pour bateau course, pour la vue bateau course, vous avez compris? Donc, nous avons déjà écrit ces requêtes dans le langage SQL comme exemple. Ici, on l'a utilisé la requête en tant que vue, c'est-à-dire on a utilisé la même requête, mais dans le corps d'une vue. Ça veut dire que cette requête va être sauvegardée sous forme d'une vue. D'accord? À chaque fois que j'ai besoin de connaître pour un bateau le nombre de ses compétitions, j'utilise la vue bateau course. Alors, les caractéristiques d'une vue. Si je modifie les tables de base qui entrent dans la construction de la vue, cela affecte la vue. Par exemple, ici, je remonte. Je vais commencer ici, par exemple. Quand j'affiche, je fais Select étoile from bateau Condor, ça m'affiche 104 la colombe. Supposons que je fais Insert into bateau, je vais insérer dans bateau un nouveau tuple dans le sponsor Condor. Par exemple, je fais par exemple Insert into bateau 106, un nom de bateau, et ici je mets Condor. D'accord? Quand je vais faire Select étoile from bateau Condor, la vue, quand je vais l'afficher, donc il va afficher 104 la colombe et 106 le nouveau nom que je viens d'ajouter. D'accord? C'est pour cela qu'on dit que c'est une fenêtre dynamique. C'est une fenêtre sur la base de données parce qu'elle nous donne une partie de la base de données. C'est une fenêtre sur la base de données. Et elle est dynamique parce que si la base de données change, si je réaffiche la vue, on va réafficher le contenu de la vue selon les changements qu'on a opérés sur notre base de données. C'est pour ça qu'on dit que c'est une vue, c'est une fenêtre dynamique. La même chose ici, dans la deuxième vue. Ici, nous avons dit, donc, bateau course, chaque bateau, j'ai le nombre de courses. Si j'ajoute dans course, pour le bateau 102, par exemple, je lui ajoute une course, un tuple pour 102 dans la relation course. Donc ici, quand j'affiche bateau Condor, le nombre va changer parce qu'il va recalculer, il va réexécuter le select. Avant d'afficher, il réexécute select. C'est pour cela qu'il va tenir compte des changements qui se produisent dans la base de données. Donc, une des caractéristiques de la vue, c'est que la modification d'une table de base affecte la vue. Toute modification sur une relation source est automatiquement reportée au travers de la vue. D'accord? Le corps d'une vue ne peut contenir la clause order by. Si vous vous rappelez, on a dit que order by sert à trier le résultat final. Trier juste l'affichage final. Ici, puisque vue, elle est créée comme une relation, même si elle est virtuelle, c'est une création de relation. Donc, je ne vais pas utiliser le order by à l'intérieur de la vue. Si je veux trier la vue, le contenu de la vue avant de l'afficher, je ferai order by dans le select qui affiche la vue. C'est-à-dire comme ici, nous avons fait select étoile, par exemple, bateau course, on peut faire order by, par exemple, nbat. D'accord, donc si je veux utiliser order by, je le fais dans la requête qui utilise la vue et non pas dans le corps de la vue. Donc ça, c'était la deuxième caractéristique, que le corps d'une vue ne peut contenir la cause order by. La troisième remarque caractéristique, c'est qu'on ne peut pas définir des chemins d'accès, ce qu'on appelle les index, sur une vue. L'index nous permet d'optimiser les accès, d'accélérer les accès aux données, aux tuples. La vue, étant donné que ces tuples ne sont pas stockés physiquement, c'est une table virtuelle, donc je ne peux pas indexer. Il n'y a rien à indexer. D'accord? Donc, on ne peut pas créer un index ou définir un index sur une vue.
Donc ça, c'est les trois caractéristiques d'une vue. L'utilisation, donc déjà, nous avons utilisé la vue en faisant le select étoile from le nom de la vue. C'est une première utilisation qui affiche le contenu de la vue. Mais on peut aussi écrire toute requête select, comme on a l'habitude de faire, pour ces vues-là. Donc, les vues sont considérées comme des relations. Vous pouvez faire des jointures entre ces vues et d'autres relations. Donc, on peut faire tout ce qu'on peut faire avec les autres relations. Dans les requêtes avec select, on peut le faire avec les vues aussi. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit du point de vue de l'utilisateur, l'interrogation au travers d'une vue s'effectue comme pour une table normale. Donc, une vue se comporte donc comme une relation de la base. On peut l'interroger, elle peut servir à la construction d'autres vues. Ça veut dire que je peux même faire create view, le nom d'une vue, et dans le select de cette vue, je peux utiliser des relations de base et des vues aussi. Donc, un exemple d'utilisation, cette vue qu'on a créée tout à l'heure, create view, bateau course, nbat, nbcomp, as, select, nbat, count, ncomp, from course, group by nbat, on a dit que cette vue nous donne, la vue bateau course va nous donner le numéro du bateau et le nombre de compétitions auxquelles a participé ce bateau-là. Donc, ce sera, quand on l'a affiché complètement, select étoile from bateau course, ça nous a donné ça. Donc, si je veux afficher les bateaux qui ont participé, par exemple, à plus de 5 courses, qu'est-ce qu'il va afficher le système? Il va afficher 104. Et comment je vais l'écrire? Je vais l'écrire select nbat from bateau course where nb comp supérieur à 5, tout simplement. Donc, vous voyez bien comment l'utilisation de la vue peut simplifier l'écriture d'une requête. Donc ici, j'ai utilisé bateau course pour chercher les bateaux qui ont participé à plus de 5 courses. Donc, select nbat from bateau course. Bateau course, c'est la vue qui me donne pour chaque bateau le nombre de compétitions auxquelles il a participé. Donc, select nbat from bateau course where nb comp supérieur à 5. Donc là, on voit, par exemple, comment on a simplifié l'écriture d'une vue, d'une requête. Par exemple, supposons que je veux connaître les numéros de bateaux qui ont participé à plus de 5 courses et je n'ai pas la vue bateau course. Ça veut dire que pour répondre à cette question, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire une requête qui ressemble à celle-là, ce select-là, mais on ajoutera un having. Alors, dire que le nombre de compétitions supérieur à 5, donc having count ncomp supérieur à 5. C'est ça qui va remplacer l'utilisation de la vue. Donc, vous voyez bien que l'utilisation de la vue nous permet de simplifier certaines requêtes. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de voir jusque-là? Oui? C'est bon? Si vous avez des questions, vous pouvez poser. D'accord? Donc, bon, je continue alors.
On va voir maintenant la notion de mise à jour. Mettre à jour une vue, c'est quoi? C'est la notion de mise à jour d'une vue. Alors, mise à jour d'une vue, ce qu'on appelle mise à jour, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est les opérations d'insertion de tuples, de modification, de suppression de tuples. D'accord? C'est l'insert into, le delete, le update. C'est ça les opérations de mise à jour. Est-ce que je peux appliquer ces opérations sur une vue? Est-ce que je peux faire insert into une vue? Est-ce que je peux faire, par exemple, delete from une vue? Ou update view, le nom de la vue, set, je fais ce que je veux faire. Est-ce qu'on peut faire cette mise à jour? Alors, certains vont dire, puisque c'est des tables virtuelles, donc on ne va pas permettre. C'est des tables virtuelles, je ne vais pas permettre de faire des mises à jour. Bon, on peut le faire, on peut ne pas autoriser. Mais sinon, si je veux autoriser, parce qu'on a dit que la vue, en fin de compte, c'est un schéma externe pour accéder à la base de données. Donc, je peux donner accès à un utilisateur à la base de données à travers une vue, et je peux lui permettre d'ajouter des données. Je peux lui permettre de faire le insert into. Alors, quand est-ce qu'une vue, on peut faire insert into au niveau d'une vue, c'est pas toujours possible. C'est pas comme les autres tables. Alors, pour la vue, par exemple, quand est-ce que je peux la faire? Remarquez là, on vous dit toute vue n'est pas mettable à jour. On ne peut pas mettre à jour n'importe quelle vue. Alors, c'est quoi le problème exactement? Le problème, remarquez ici, le problème, c'est de traduire une mise à jour, une opération de mise à jour, soit insertion, suppression ou modification, portant sur une vue, en mise à jour, une opération de mise à jour sur les relations de base. C'est ça le problème, c'est que est-ce que je peux, quand je fais insert into une vue, ou bien le update d'une vue, ou le delete d'une vue, est-ce que si je l'exécute, comment je vais traduire cette opération de façon à ce que je vais l'exécuter directement sur mes relations de base? On peut pas, c'est pas toujours faisable. C'est pour ça qu'on dit que toute vue n'est pas mettable à jour. Alors, c'est quoi une vue qui est mettable à jour? D'accord? C'est-à-dire une vue qu'on peut mettre à jour. Une vue mettable à jour est une vue qui comporte suffisamment d'attributs pour me permettre un report des mises à jour dans la base de données sans ambiguïté. D'accord? Je vais voir si vous avez des questions. Alors, attendez, bon, je vois que vous avez écrit des choses. Alors, le groupe by, c'est quoi? Amin Koumni. Groupe by, c'est quoi? Ça veut dire que c'est votre première séance, apparemment. Amin Koumni, c'est votre première séance en ligne? En ligne ou en présentiel? Non, madame, j'ai l'habitude d'assister avec vous. Vous avez l'habitude d'assister et vous n'avez jamais entendu parler du groupe by? Tu n'as pas assisté, ça fait longtemps, je pense. Tu as assisté combien de séances? Les séances de SQL. Assisté, Tom? Est-ce que j'ai pas encore vu l'enregistrement? Voilà, dans le groupe by, on l'a vu dans SQL. D'accord, je peux pas le reprendre maintenant Oui, parce d'accord, qu'on, madame. vous avez compris, parce qu'on a fait plusieurs séances sur le groupe by. D'accord, donc il faut reprendre, c'est une notion importante dans les requêtes avec SQL qui nous permet de faire des regroupements, des calculs par groupe. Donc Oui, vous d'accord, refaites madame. ça, vous voyez ça, d'accord. OK. Alors, bon, Soraya, elle a dit, oui, c'est ça, Dia. Donc la mise à jour de la vue
puisqu'elle n'existe pas physiquement, si je fais une mise à jour de la vue, cette mise à jour doit être reportée sur la relation de base, les relations sources de la base qui ont servi à la construction de la vue. C'est ça la problématique. Donc, quand est-ce que c'est possible? Quand c'est possible, on fait cette mise à jour. Quand c'est pas possible, on ne fait pas de mise à jour. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'on vous dit que toute vue n'est pas mettable à jour. Alors, quand est-ce qu'on peut le faire dans ce cas-là? Pour pouvoir reporter déjà ces opérations de mise à jour, il faut avoir une correspondance entre les tuples de la vue et les tuples de la relation de base. On vous dit, une vue, elle est mettable à jour. Une vue mettable à jour, c'est une vue qui comporte suffisamment d'attributs pour permettre un report de mise à jour dans la base sans ambiguïté. Je vais vous donner un exemple. Alors, la vue bateau Condor. On vous dit, elle est totalement mettable à jour. La vue bateau Condor, c'était quoi? On a dit, c'était la vue qui contenait les bateaux sponsorisés par Condor et qui contenait comme attribut le numéro bateau et le nom bateau. Si j'ajoute insert into bateau Condor et je donne un tube qui contient un numéro de bateau et un nom de bateau, est-ce que ce tuple-là, je peux l'insérer dans bateau? On vous donne un exemple ici. Si je fais insert into bateau Condor, value 106 liberté. Vous voyez, cette insertion, on va l'appliquer dans la relation bateau, parce que bateau Condor, elle a été construite sur bateau. Le SJBD va ajouter ce tuple dans la relation bateau. Est-ce qu'il pourra le faire? Oui, il pourra le faire sans ambiguïté. Bien sûr, en vérifiant la clé primaire qu'elle ne se répète pas. Chose qu'il fait même pour les tuples, même quand il fait une insertion dans bateau. D'accord? Donc ici, 106 libertés, il peut l'affecter sans problème. Mais on remarquera que le sponsor va rester vide. D'accord? Ici, il ne va pas mettre automatiquement Condor. D'accord? Ce tuple-là, il y a une valeur pour NBAT, une valeur pour non-BAT. D'accord? Donc, il n'y a pas de valeur pour sponsor. Le sponsor va être laissé vide. Si je fais une suppression à partir de bateau Condor, je fais delete. La même chose comme on a fait ici le insert. Si je fais une delete from bateau Condor where nbat égale 105 par exemple, il va aller dans bateau et supprimer le bateau 105. Si je veux modifier par exemple le nom d'un bateau, il va pouvoir le faire. D'accord? Donc, bateau Condor est totalement mettable à jour. Que ce soit l'insertion, modification ou suppression, les trois opérations peuvent être reportées sur la relation de base qui est bateau, sans problème, sans ambiguïté. Donc, bateau Condor est mettable à jour. Par contre, si vous voyez la deuxième vue qu'on a créée, la vue bateau course n'est pas mettable à jour. Parce que remarquez, bateau course, qu'est-ce qu'elle contenait? Voyez que bateau course. Bateau course contient NBAT, numéro bateau, et le nombre de compétitions. Et ce résultat-là, je l'ai construit à partir de la relation course. Voici la relation course, qu'est-ce qu'elle contenait. Et quand j'ai appliqué le group by et le count, j'ai obtenu comme résultat 102 avec un nombre de compétitions, 103 avec un nombre de compétitions, 104 avec un nombre. D'accord? C'est-à-dire pour chaque bateau, il y a une ligne qui donne le numéro du bateau et le nombre de compétitions. Il n'y a plus de correspondance entre les tubes qui sont dans course et les tubes qui sont dans la vue bateau course. Il n'y a pas une correspondance. Si vous faites ici, dans bateau course, vous faites pas bateau Condor, dans la deuxième vue, ici, si vous faites insert into bateau course, par exemple, vous faites 106. Ici, qu'est-ce que vous allez faire? Un nombre, 8 par exemple. Ensuite, 106, 8. Comment vous allez l'appliquer au niveau de course? On ne peut pas reporter ce tuple dans course. Course contient le numéro bateau, le numéro de compétition et le score.
D'accord, donc il n'y a pas de report. La même chose. Si je veux supprimer dans course, qu'est-ce que je vais écrire dans... Est-ce que je peux écrire une suppression dans bateau course qui va correspondre à une suppression dans course? Non. Parce que pourquoi? Parce que le nombre ici de 102, c'est le résultat du regroupement de plusieurs tuples qui contiennent le bateau 102. 103, la même chose. C'est le résultat du regroupement de plusieurs tuples qui contiennent le bateau numéro 103, etc. Oui, les contraintes de la table de base, par exemple, si vous définissez dans la table de base, vous définissez les primary key, les foreign key, etc. Bien sûr, ou les checks aussi que vous définissez. Toutes les contraintes d'intégrité que vous définissez dans votre table, sur vos tables, dans votre base de données, bien sûr, resteront, on va les vérifier. Par exemple, si vous faites je vous ai dit tout à l'heure, bateau Condor. Bateau Condor, j'ai dit, elle est mettable à jour. D'accord, on a dit, elle est mettable à jour. Je remonte à bateau Condor. Elle est mettable à jour. Mais si je vais donner dans bateau, j'ai déjà, par exemple, le 103. Je fais insert into 103 à partir de la vue. Il va vous dire, la clé existe. Si vous faites insert into bateau Condor, nbat, nbat, non-bat, vous entrez 103, liberté, par exemple, il ne va pas accepter parce qu'il va vous dire la clé existe déjà. C'est la même chose qu'il fait parce que pourquoi? Parce que insert into, il est en train de l'appliquer sur la relation de bateau. Et dans la relation de bateau, nous avons défini la clé primaire. Et donc, il va vérifier si la valeur existe ou pas. D'accord? Il fait la même chose, les mêmes vérifications qu'il fait quand il travaille avec la relation bateau. La même chose. D'accord? Mais elle est mettable à jour. Donc, on ne va pas considérer ces problèmes-là parce que si je ne respecte pas la contrainte, même au niveau de bateau, si je ne respecte pas les contraintes, il ne va pas accepter les mises à jour. D'accord? On parle des mises à jour, bien sûr, qui respectent les contraintes d'intégrité qu'on a. Donc, à partir de bateau Condor, on peut insérer, modifier, supprimer sans problème dans la relation bateau, à partir de la relation bateau Condor. Par contre, pour bateau course, on a dit non, parce que chaque ligne de bateau course correspond à plusieurs lignes de course. Donc, il n'y a pas une correspondance 1 à 1, et donc on ne pourra pas faire ni insertion, ni suppression, ni modification à partir de bateau course. On dit que bateau course n'est pas mettable à jour. C'est une vue qui n'est pas mettable à jour. Donc ici, c'est là la conclusion sur plateau course. On vous dit qu'elle n'est pas mettable à jour parce qu'il est impossible de déterminer les numéros de compétition à partir du total qui est calculé. Les opérations d'insertion, suppression, modification ne peuvent pas être reportées sur la table course. D'accord? C'est pour cela qu'elle n'est pas mettable à jour. Donc, en résumé, l'utilisation de certaines vues en mise à jour est problématique. Plusieurs études ont été consacrées au problème de mise à jour au travers des vues, mais dans la pratique, les SGBD sont plus stricts pour ce genre de problème. Alors, pour récapituler, quand est-ce qu'on peut mettre à jour à travers une vue? Donc, une opération de mise à jour au travers d'une vue grand V n'est autorisée que si, donc si on a ces cas-là, elle est autorisée, sinon on ne peut pas. Si la vue V est bâtie sur une seule relation source, soit R par exemple, donc V est bâtie sur une relation R, il existe une association une à une entre les tuples de V et ceux de R. En plus, pardon,
vais voir si, alors, vous avez dit que ça se coupe, Célia? Non, très bien. Alors, je continue. Donc, on a récapitulé, on a dit que V, pour pouvoir faire une mise à jour, elle doit être construite sur une seule relation et il existe une correspondance, une association une à une entre les tuples de V et les tuples de relation. De sorte que si vous faites une insertion dans V, vous pouvez la traduire par une insertion dans R. Si vous faites une suppression, vous pouvez la traduire par une suppression dans R. Et la même chose pour le update. Vous pouvez faire la modification sur R. D'accord? Donc, c'est dans ces cas-là qu'on peut faire la mise à jour. Généralement, c'est une seule relation. Et de plus, si vous avez la clé primaire dans la vue, c'est bon. Vous avez une seule relation et vous avez la clé primaire, là, elle est mettable à jour, la relation. La vue, plutôt. Alors, dans quel cas c'est pas possible de faire donc, des mises à jour à travers une vue? Si la vue, le select de la vue comporte une jointure, si elle est construite à partir d'une jointure de deux relations ou plus, si j'utilise dans le select des opérateurs ensemblistes, l'union, l'intersection, minus, si on a le groupe by avec des fonctions d'agrégat, des fonctions de calcul, et l'opérateur distinct ou unique. Donc, si j'ai un de ces cas-là, elle n'est pas mettable à jour. Parce que dans ces cas-là, on perd la correspondance entre les tuples de la relation et les tuples de la vue. Il n'y a plus de correspondance. Alors, l'utilité de la vue, on vous dit donc la vue, c'est une table logique, c'est une relation virtuelle qui permet l'accès aux données d'une ou de plusieurs tables de façon transparente. C'est-à-dire, si je vous donne des droits d'accès à la vue, à partir de la vue, si dans la vue, son select utilise plusieurs tables, elle est construite à partir d'un ensemble de tables, ça veut dire que indirectement, je donne l'accès, je donne à l'utilisateur qui va utiliser cette vue l'accès aux données, d'accord, qui sont construites à partir des tables de base à travers cette vue-là. Donc, la vue, elle permet un accès aux données. Alors, l'utilité, donc, elle sert à quoi exactement une vue? Elle va assurer l'indépendance logique, l'indépendance externe, si vous voulez. Ça veut dire que si je fais, par exemple, l'utilisateur accède à ma base de données à travers des vues. Et si ma base de données, j'ai des changements au niveau de son schéma, c'est-à-dire j'ai changé des colonnes, j'ai ajouté des colonnes, je fais des changements dans mon schéma de la relation. Puisque l'utilisateur n'accède pas à partir directement des tables, mais à partir des vues. Je peux donc, sans changer les programmes d'application de l'utilisateur, je peux effectuer les changements nécessaires dans la vue qu'il utilise et elle va marcher. C'est-à-dire, dans la définition, je vais changer la définition de la vue. De sorte que dans le programme d'application qui manipule cette vue, il n'y aura pas d'effet. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on dit que la vue assure l'indépendance logique. Est-ce que vous avez compris cette notion de indépendance logique? Parce qu'il y a l'indépendance logique et l'indépendance physique. On en a parlé aussi dans le chapitre 1 quand on a parlé des objectifs du SGPD.
il y a l'indépendance physique et l'indépendance logique. L'indépendance physique, c'est quand, en utilisant les index, par exemple, la notion d'index vous permet de faire des réorganisations sans toucher, c'est-à-dire les programmes d'application qu'utilise notre application ne vont pas être perturbés, c'est-à-dire ils vont marcher toujours, même si j'utilise des index pour accéder à mes données. On dit ça, c'est l'indépendance physique. Pour l'indépendance logique, c'est quand je change le schéma conceptuel, le schéma de mes relations, je fais des changements. Si l'utilisateur est en train d'accéder à travers la relation directement, la relation de base, si je fais un changement dans ma relation de base, peut-être que les requêtes que l'utilisateur est en train d'écrire doivent être modifiées par rapport au changement que j'ai fait. Mais si l'utilisateur est en train d'accéder à partir d'une vue, il n'accède pas directement à la table de la base de données, il accède à travers une vue. Ça veut dire que là, si j'ai fait des changements dans mon schéma de la relation, de mon schéma relationnel de la base de données, l'utilisateur qui utilise une vue, je vais lui garder, c'est-à-dire le schéma de la vue, je ne le touche pas, c'est-à-dire la structure de la vue, côté attribut. Mais la définition de la vue, je peux la modifier selon ce qui a été modifié dans mon schéma conceptuel. Et donc, dans ce cas-là, j'ai assuré une indépendance logique. Le programme d'application qui manipule notre base de données ne va pas être perturbé par les modifications du schéma. Est-ce que vous avez compris, Haroun? J'ai dit l'indépendance physique. L'indépendance physique, alors je vais vous donner un exemple. L'indépendance physique, rappelez-vous quand vous écriviez des codes en C. Par exemple, vous manipulez un fichier, d'accord? Et vous écrivez ensuite une procédure, une fonction qui va parcourir ces fichiers pour faire quelque chose. D'accord? Donc, vous avez défini votre fichier, la structure de fichier, par exemple, c'est un fichier d'enregistrement ou de texte, peu importe. Vous avez défini votre structure. Ensuite, vous écrivez une procédure pour parcourir ce fichier. Si vous modifiez dans la structure de votre fichier, vous serez obligé de toucher le programme qui manipule ce fichier-là, si vous travaillez en C. Dans ce cas-là, il y a une dépendance physique ici. En base de données, dans notre cas, si j'utilise, on dit qu'on a une indépendance physique, dans quel sens? Dans le sens où on a parlé dans le chapitre 1 des index. L'index, on a dit, ça nous permet d'optimiser les accès à la base de données, pour accélérer un peu les accès à la base de données. Le fait de pouvoir définir à n'importe quel moment, et sur n'importe quelle relation des index, par exemple, l'administrateur qui va le faire, par exemple, pour activer certaines, pour améliorer l'exécution de certaines requêtes, il va activer des index. D'accord? L'utilisation de ces index-là, c'est transparent par l'utilisateur. D'accord? Et ces programmes d'application, l'application qui est en train d'accéder à la base de données pour faire des traitements, cette utilisation d'index ne va pas perturber ces programmes, c'est indépendamment des programmes. Et donc, il y a une indépendance physique. Il y a une indépendance physique entre les programmes d'application qui utilisent la base de données et le niveau physique de la base de données, grâce à cette notion d'index. Par contre, la notion d'indépendance logique, c'est au niveau schéma conceptuel. Je peux changer mon schéma conceptuel et les programmes d'application qui manipulent notre base de données ne sont pas modifiés. Mais je répète la remarque, si l'utilisateur utilise directement la relation de base et j'ai fait un changement dans ma relation de base, là, on doit respecter le changement, c'est-à-dire le programme d'application va être affecté. Il n'y aura pas d'indépendance, il y aura une dépendance. Par contre, si l'utilisateur n'accède pas directement à mes relations, il accède à travers des vues. Je lui ai créé des vues avec Create View, des vues, il va utiliser les vues. Donc, il n'a pas un accès direct à la base de données, il accède à travers les vues. Si je fais mes changements dans mes relations, dans mon schéma, j'ajoute des colonnes ou je modifie des colonnes, enfin, dans mon schéma, je change des choses dans mon schéma conceptuel.
Ce changement-là va être transparent par rapport à l'utilisateur qui accède à partir de la vue. Parce que pourquoi? L'administrateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer la définition de la vue. La définition de la vue qui va être changée. Mais la vue elle-même ne va pas être donc son utilisation va rester la même. Ça ne va pas perturber les programmes d'application qui utilisent ces vues-là. Et donc, il y a une indépendance logique. J'espère que vous avez compris cette notion d'indépendance logique. C'est que l'utilisation de la vue nous assure cette indépendance logique. C'est bon? Oui? Non, il change la définition. C'est l'inverse. J'ai dit l'inverse. Donc, on voulait que la définition de la vue. La vue, je remonte à la création de la vue, d'accord? La commande qui crée la vue. Par exemple, dans les exemples, par exemple ici, vous voyez, create, view, le nom de la vue. Je ne vais pas changer dans la structure. Par exemple, imaginons que je n'ai pas de Condor, c'est un ensemble d'attributs ici. As, un select. Ce que je vais changer, c'est dans le select. Ce n'est pas l'entête de la vue. Parce que l'entête de la vue, elle est utilisée par l'utilisateur. D'accord, mais ce que je peux faire, je peux changer au niveau du select de la vue selon ce qu'on a fait dans notre... par exemple, si j'ai fait des modifications dans ma relation bateau, ici, pour éviter tout problème, je renomme mes attributs ici. Je donne des noms aux attributs. D'accord? Et donc, la structure de la base de la vue, le nom de la vue et les noms de ces attributs, je ne les touche pas. Ce que je veux faire, je veux changer au niveau du select selon ce que j'ai fait comme modification dans bateau. Parce que supposons que bateau, j'ai changé les colonnes, j'ai renommé par exemple une colonne, je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc, les changements qu'on a fait, on peut les faire si sont concernés, c'est-à-dire si une vue, elle est concernée par une relation qui a subi des changements au niveau de son schéma. Donc, je vais opérer ces changements, les changements nécessaires dans ma requête. C'est les changements que j'ai fait dans ma relation de base. Mais la vue elle-même, elle est inchangée. C'est-à-dire le schéma de la vue, le nom de la vue et les attributs de la vue sont les mêmes. L'utilisateur, quand il utilise la vue, il va utiliser le nom de la vue et ses attributs, c'est tout. Il ne va pas utiliser sa requête. Donc, il y a une indépendance logique ici. Ça va? Très bien.
Depuis quand vous n'avez pas eu de son? Oh là là, parce que j'ai pas encore remarqué comment j'ai vu maintenant le microphone était désactivé. J'ai pas remarqué que je l'ai désactivé. Enfin, je sais pas comment ça a été fait. Ça veut dire que tout ce que je disais tout à l'heure, vous ne l'avez pas écouté. Oh là là. C'est-à-dire quand il y avait dans l'écran les utilités ad hoc, c'est ça. J'étais en train d'expliquer à quoi servait une vue. Bon, pour l'indépendance logique, vous avez compris. D'accord? Pour l'indépendance logique, vous avez compris. J'ai dit, bon, je vais répéter rapidement. Je vais répéter rapidement. Donc, parce que vous avez l'écriture sur l'écran. Donc, j'étais en train d'expliquer ça. J'ai dit, ça fournit un niveau supplémentaire de sécurité sur les tables par rapport à la confidentialité. C'est-à-dire que vous avez vu les grants, la commande grant qui vous permet de donner des droits aux utilisateurs. Ici, le fait de créer une vue qui contient un ensemble de données et vous donner l'accès à l'utilisateur uniquement, il aura accès uniquement à cette vue-là, ça veut dire qu'il ne pourra plus accéder aux autres données. Donc, la création de l'utilisation de la vue vous permet d'ajouter un autre niveau de sécurité ou pour assurer la confidentialité de vos données. Masquer la complexité, j'ai dit, si vous avez une requête assez complexe, la vue peut vous simplifier l'écriture de cette requête parce que, supposons, vous avez une requête qui est assez complexe à écrire et vous vous dites, voyez, quelles sont les tables, si vous avez des relations, des tables, en plus de vos tables qui existent déjà, ça pourra vous faciliter la requête. Donc, ce que vous allez faire, vous créez ces tables-là, vous imaginez les tables qui vont vous aider pour écrire la requête. Donc, vous créez ces tables sous forme de vue. Ensuite, vous écrivez votre requête qui deviendra beaucoup plus simple. Donc, ça, c'est comme ça qu'une vue peut masquer la complexité d'une requête. Et enfin, à la fin, on a dit, si vous avez une requête qui est assez longue à écrire et qui est souvent utilisée, vous pouvez la garder sous forme d'une vue. Et à chaque fois que vous avez besoin de cette requête, vous affichez la vue. Vous utilisez la vue directement. Voilà. Vous avez ici la commande Oracle, comment vous permet d'écrire les vues. Alors, remarquez, bon là, c'est juste pour ça, pour voir, je vous montre seulement pour savoir que Oracle vous permet il y a des options en plus. Alors, ce qu'on a écrit, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est create or replace, view, nom de la vue, liste des attributs, select, d'accord? Oracle, donc, nous avons la clause no force. No force headia, c'est quoi? Ça veut dire que je veux créer des vues. Dans mon select, dans le from de mes select, j'utilise des tables qui n'existent pas encore, que je n'ai pas encore créées. Là, normalement, ce n'est pas permis. Normalement, s'il faut create view, mettre as, select, des tables. Normalement, les tables doivent exister. Si elles n'existent pas, vous voulez quand même créer votre vue, même si les tables n'existent pas, qu'est-ce que vous ajoutez? Vous ajoutez le mot force, c'est-à-dire vous forcez la création de la vue, même si les tables n'existent pas. Ça veut dire que cette vue-là, vous allez la définir juste, la définir. Vous n'allez pas pouvoir l'utiliser tant que vous n'avez pas créé les tables qui sont définies dans votre select. D'accord. Donc là, le système Oracle permet de définir une vue sur des tables, même si ces tables-là ne sont pas encore créées, en utilisant la clause force. No force, c'est la clause par défaut. No force, ça veut dire qu'il faut que les tables existent. Il y a aussi, après la requête select, vous avez as, select. Vous pouvez ajouter with read only ou bien la clause check option. Alors, read only, ça veut dire que vous allez utiliser votre vue en lecture uniquement.
Cette option, vous l'utilisez quand la vue elle est mettable à jour. C'est quand une vue, vous pouvez faire des mises à jour à travers cette vue. Dans ce cas-là, pour certains cas, vous pouvez ne pas autoriser à faire des modifications à travers cette vue. Vous dites read only. Vous allez utiliser cette vue seulement en lecture. D'accord? Pour le check option, c'est pour vérifier la clause, si la vue contient un where. Voilà, ici le check option. Check option, ça veut dire que si vous faites une opération d'insertion ou de modification, elle va respecter la condition qui est dans le where. C'est tout. C'est-à-dire, il faut respecter, par exemple, si vous avez une condition dans votre vue, il y a une condition. D'accord? Sur les tuples qui pourra être vérifiée. Dans ce cas-là, si vous ajoutez check option, ça veut dire que vous autorisez les insertions et les updates, les modifications, conformément en respectant la condition qui est dans le where. D'accord? Alors, je vais vous donner un exemple pour ce check option. Par exemple, ici, si je veux créer la vue contenant les compétitions qui se sont déroulées après 2006, d'accord? J'ai le numéro de la compétition, le nom et la date. C'est les compétitions qui sont déroulées après 2006. Donc, create view, comp après 2006 as, select ncomp, non-comp, la date, from compétition, where date supérieure à 31/12/2006. Ça, c'est une vue. Vous remarquerez que c'est une vue mettable à jour. Parce que c'est un select à partir d'une seule relation. Nous avons la clé primaire de la relation, donc il y a une correspondance 1 à 1. Si je fais une insertion, suppression, modification, c'est une correspondance 1 à 1. Dans ce cas-là, c'est une vue qui est mettable à jour. D'accord? Alors, si je la crée sans, on n'a pas mis la clause check option headache ici. Ça veut dire que si je vais faire une insertion ici, regardez, insert into comp après 2006 et vous entrez une compétition avec une autre date avant 2006. Le système va l'accepter ici. Parce que pour lui, c'est une insertion qu'il peut ajouter dans compétition. D'accord? Il va l'ajouter. Il va ajouter 211, le grand tour, voilà, 211, le grand tour 2003, sans problème. Bon, le prix, on n'a pas le prix, donc ça va rester vide. Donc ici, ce n'est pas pour moi. La vue concerne les compétitions après 2006, d'accord? La date, elle est supérieure à... Si je veux que, quand je veux faire une insertion, cette condition doit être vérifiée à chaque fois, donc j'ajoute with check option, la clause. Si je l'ajoute, le système, si vous écrivez le insert into comme ça, il ne va pas accepter parce que 2003 ne correspond pas à cette date. C'est inférieur, ce n'est pas supérieur. Donc, il ne va pas accepter. C'est tout. Pour le check option, il sert à ça. On a here, check option. Ça, cette clause. D'accord? Cette clause, elle sert à ça. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez, quand vous faites des insertions, des modifications, respecter la clause qui est dans le where de la vue ou pas? Si vous ne mettez pas check option, ça veut dire qu'il ne va pas tenir compte de ces conditions. Si vous la mettez, il va respecter cette condition. Donc là, la commande, je vous ai donné cette commande, c'est juste pour voir comment, dans Oracle, vous écrivez les vues dans Oracle. D'accord? C'est-à-dire que les clauses en plus. Mais théoriquement, nous, dans ce que je vous ai donné au départ, j'ai dit create or replace view, le nom de la vue, liste des attributs as select. C'est-à-dire, si je vous demande d'écrire une vue, vous pouvez vous contenter de la commande que je vous ai donnée au départ, c'est celle-là. Voilà. Si je vous demande de créer des vues, vous pouvez vous contenter de ça. Donc, c'est des clauses en plus
en cas où j'ai besoin de ces cas-là. Read only si je veux définir la vue en lecture seule. Check option si je veux que lors de mise à jour de ma vue, respecter la clause. D'accord. Et force pour forcer la création de la vue, même si les tables n'existent pas. Donc, c'est des cas particuliers. Nous, dans l'interrogation, vous pouvez, c'est-à-dire cette écriture va vous suffire. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui. Ça n'a pas d'effet. Si elle n'est pas mettable à jour, ça veut dire qu'elle est read only déjà. D'accord? Parce que si elle n'est pas mettable à jour, ça veut dire qu'elle est déjà read only. On ne peut pas faire autre chose. Le read only, elle a un sens si la vue est mettable à jour. Ça a un effet. D'accord? Si la vue, elle est mettable à jour, qui dit de read only, en lecture. Donc, ça a un effet. Si la vue n'est pas mettable à jour, qui dit de la read only, ça n'aura aucun effet parce que déjà, elle n'est pas en mode mettable à jour. Elle sera en lecture seule. D'accord? Voilà. Même le check option, pour certains cas. Regardez l'exemple que j'ai fait tout à l'heure pour Bateau Condor. Pour Bateau Condor, si je fais check option, il n'aura pas d'effet. Vous voyez, c'est l'exemple. Ici, j'ai fait la requête, la condition sponsor égale Condor. D'accord. Si vous faites check option ici, pour vérifier les conditions, ça n'aura pas d'effet parce que je n'ai pas sponsor dans ma vue. D'accord. Ici, quand je vais les insertion dans ma relation bateau, dans ma vue bateau Condor, si je fais une insertion, je vais insérer un numéro et un nom. Je n'ai pas le sponsor. Donc, la condition, je ne pourrai pas la vérifier quand je fais une insert par exemple, update. Et donc, si j'ajoute check option ici, ça n'aura pas d'effet. Ça n'aura aucun effet, le check option. Le check option headache, il a un effet si vous avez une condition qui porte sur des attributs qui figurent dans la vue. Dans ce cas-là, le check option, il aura un effet. Sinon, il n'aura pas d'effet. Donc ici, la condition, elle est sur sponsor. La vue n'a pas l'attribut sponsor. Donc, si vous ajoutez check option, c'est comme si vous n'avez rien fait. Ça va rien changer. D'accord? Donc, le check option et le read only, ils ont un effet, dans read only, il a un effet si la vue est mettable à jour, et le check option headache, il a un effet si vous faites la condition sur des attributs qui existent dans votre vue. Dans ce cas-là, vous pouvez ajouter les clauses, sinon ça ne sert à rien. D'accord? Très bien. Bon, comme c'est juste pour que vous sachiez qu'il y a ces clauses-là dans Oracle. D'accord? Parce que nous, dans les requêtes avec select, on ne va pas s'intéresser aux mises à jour dans les requêtes en select. D'accord? Si j'écris une requête je crée une vue, je l'utilise dans une requête. Ici, je ne vais pas parler de mise à jour. D'accord? Est-ce que vous avez des questions avant d'arrêter cette séance, cette première séance? C'est bon? D'accord, donc je vais arrêter cette première séance. Je vous donne une pause de un quart d'heure. On reprendra, on fera des requêtes avec les vues, des exemples de requêtes avec les vues, comme ça. D'accord? Voilà que je vais vous faire une séance d'une heure pour ne pas trop. Enfin, ça dépendra de vous, bien sûr. D'accord? D'accord. Dans un quart d'heure, Inch'Allah.